Chers téléspectateurs, bienvenue à notre 4e numéro de notre émission La parole aux aînés. Ce numéro est spécialement consacré à une question beaucoup plus sociologique. Regardez les sujets du jour. Aujourd'hui, à La parole aux aînés, les baby boomers. 2 entrevues pour comprendre le concept, une avec un organisme privé de ressources pour les boomers, une autre pour prendre l'avis d'un sociologue. Dans la seconde partie de notre émission, nous aborderons la question de l'intergénérationnel. Les baby boomers. Qui sont-ils? Que font-ils? Et comment célèbrent-ils la semaine des aînés? Justement parce que ce sont des aînés. Nous sommes allés rencontrer une spécialiste de la question, Carole Lemay, qui a créé un site pour donner de la ressource justement à ces baby boomers. Son site s'appelle Cité Boomer. Entrevue avec Carole Lemay. Madame Lemay, bonjour. Bonjour, Lovejoy. Parlez-nous de Cité Boomer. Comment est partie l'aventure et depuis 13 ans que vous êtes déçue? C'est vraiment cocasse. C'était pas dans mes plans du tout. Mais ce qui est arrivé, c'est que le soir de mes 50 ans, mes amis m'ont fait en limousine et puis j'en ai 2 qui m'ont donné la carte de la FEDOC. OK? Puis je me sentais pas prête parce que la FEDOC, l'image a changé depuis le temps, mais à l'époque, c'était plus pour les aînés, les plus vieux, etc. Et moi, ça m'a fait comme, ouf, j'ai vraiment 50 ans. En tout cas, oui. Ça a été une belle fête, mais quand je suis arrivée chez moi, je me suis dit, non, là, regardez, je suis pas vieille encore, oui. mais je suis plus âgée. Tu sais, je voulais quand même pas me cacher de la réalité. Puis là, je me disais, je suis une jeune âgée. Ça correspond à quoi, ça? OK? Et puis, je trouvais que je faisais pas femme. Tu sais, comme nos mères à l'époque, ils arrivaient à 50 ans, puis pouf, tu sais, quand il y avait 50 ans, ils tombaient vieilles, comme on dit. Oui. Puis je trouvais que j'avais pas cette image-là, comme beaucoup de mes amis. Alors là, j'ai fouillé un peu, étant journaliste de métier, Okay. Éditrice, rédactrice en chef, en tout cas, j'ai travaillé pour plusieurs maisons d'édition. Alors là, j'ai fouillé sur Internet, puis là, j'ai vu le mot « boomer ». Oui. Puis là, j'ai fait « baby boomer ». Parce que les boomers, c'est une grande famille. Il y a les babies, qui sont les 45-64, OK. nés, en tout cas, dans ces âges-là. Et après ça, il y a ce qu'on appelle les aînés, les seniors. C'est les papis, puis les mamies. OK. Alors là, j'ai fait « ah, c'est ça ». Puis là, ça m'a enlevé un poids. Tu sais, je me sentais encore jeune, là, en tout cas. Puis là, je me disais, c'est pas l'âge d'or, c'est l'âge d'argent, tu sais, les cheveux gris, on dit les quinquants, en tout cas, bref. Fait que j'ai appelé ça l'âge d'argent. Puis là, j'ai commencé à travailler le site et puis ça a parti très, très, très rapidement parce que ça répondait vraiment à un besoin. J'ai parti ça toute seule, chez nous. Et puis, webmestre, et puis des rédacteurs se sont greffés peu à peu. Puis, on a formé une petite équipe. Et puis là, tranquillement, pas vite, il y a d'autres partenaires qui se greffent à ça. Parce que là, on est vraiment dans une belle courbe de croissance, puisque je me suis rendu compte à un moment donné que c'est beau de donner de l'information, qui est une de nos missions, évidemment. Mais l'autre idée, c'est que je voyais qu'il y avait d'autres besoins que juste d'être informé. Alors, c'est ce qui fait qu'on j'ai parti des services comme l'agence de casting, les sondages rémunérés, le cabaret Boomer, parce que moi, la mission que j'avais, et puis que j'ai toujours, c'est de vraiment, puis c'est la mission de Cité Boomer, c'est de donner de l'information, oui, mais aussi de briser l'isolement. Oui. D'élargir le réseau social des gens avec des services, puis d'offrir des revenus d'appoint. Puis l'autre, je l'ai dit tantôt, c'est d'aider les gens à pouvoir se promotionner à des prix qui sont plus abordables. Qui sont plus abordables. Vous qui êtes aussi anthropologue de formation, est-ce que vous pouvez nous dire un peu le boomer? Qu'est-ce qui représente le type du boomer? Oui, c'est une bonne question. Puis, c'est qu'anthropologue aussi, quand j'ai terminé mon cours, je me disais, qu'est-ce que ça mange en hiver, l'anthropologue? Je trouvais ça très intéressant, l'étude des cultures. Oui. Puis, quelques années, puis là, j'ai travaillé en édition. Puis après ça, quand j'ai eu l'idée de Cité Boomer, je me suis dit, hey, c'est une niche. Les boomers, c'est une niche, c'est le tiers de la population. Oui. Et c'est 40 du pouvoir économique au Québec, là. Tu sais, si on parle du Québec. Puis c'est peut-être un peu la même chose partout dans le monde. Je n'ai pas nécessairement les statistiques, mais je me disais, hey, c'est vraiment... je fais de l'anthropologie, c'est une micro-société, finalement. Exactement. Mais en même temps, vous savez que, justement, vous parlez de 40 de l'économie du Québec qui est détenue par les boomers. Il y a comme une perception de pouvoir qui est liée à ça. Un pouvoir que les boomers ne veulent pas laisser. Comment vous appréhendez cette situation? Est-ce que les autres générations
ont raison de s'inquiéter de ce pouvoir? Comment faire en sorte qu'on puisse être dans une société où il n'y a pas de pouvoir pour une catégorie donnée de la société, mais qu'il est partagé, ce pouvoir? C'est une bonne question, puis on pourrait débattre très, très longuement. Mais son résume, moi, je pense que les générations précédentes, parce que c'est eux autres qui chialent, puis qui ont chialé concernant justement le pouvoir gris, le pouvoir des boomers, etc. La génération X. Oui, c'est ça. Puis là, bon, ça a déblatéré. Mais tu sais, en réalité, là, les boomers, là, ils ont bûché fort pour tout. Ils ont tout implanté. Il n'y avait rien, là, plusieurs années. Juste après la guerre. Bien, c'est ça, il n'y avait rien. Fait qu'ils ont fait preuve de beaucoup de créativité. Ils ont travaillé très fort. Souvent, c'est des gens qui avaient 2 emplois, puis ça reste je dirais pas nécessairement des bourreaux de travail, mais beaucoup plus que la génération Y, en tout cas, ce qu'on me raconte, c'est que quand on... Puis là, je fais une règle très générale, là, ils ne sont pas toutes comme ça, mais... quand on les engage, bon, eux autres, ils veulent plus avoir un peu de temps pour la société de loisirs. Ils ont vu leurs parents qui travaillaient fort, tu sais. Oui. Fait qu'ils n'ont pas le goût de revivre ça. Pour mieux comprendre la question pertinente des baby-boomers, nous avons rencontré au Cégep Édouard-Montpetit un sociologue qui nous a expliqué tellement de choses édifiantes. Je parie que vous allez apprendre plein de choses avec lui. Il s'appelle Martin Geoffroy. Donc, mon nom est Martin Geoffroy. Je suis professeur au Cégep d'Édouard-Montpetit à Longueuil depuis 2013. Auparavant, j'étais professeur dans plusieurs universités à l'extérieur du Québec et professeur aussi dans d'autres cégeps à Montréal, mais je suis ici fier Longueuillois depuis 2013, bien installé dans ma communauté. Ben, c'est très bien. On va faire un petit rappel. Dites-nous, qui appelle-t-on baby boomer? Ben, on appelle baby boomers la génération qui est née à peu près, ça commence du début des années 50 jusqu'à peu près, je vous dirais, l'Expo 67 à peu près. Alors, moi, je suis vraiment le dernier né. Moi, je suis né en 25 décembre 1966, donc je suis vraiment un des derniers de la génération des baby boomers. Et bon, j'ai 52 ans, donc ça veut dire que ça serait 52 ans en montant. OK. Et pour une tranche d'à peu près 17 à 20 ans, là, donc ça veut dire 52 ans à 72 ans. Les gens qui ont en ce moment entre 52 et 72, vous êtes des baby boomers. OK. Ils sont donc une génération qui est née. Qui est née entre, on va dire le baby boom. En fait, qu'est-ce que ça veut dire baby boom? Ça veut dire que, vous savez que les gens, pendant la Deuxième Guerre mondiale, entre 1940 et 1945, une des façons de ne pas participer à la guerre, c'était d'avoir des enfants. OK. Et donc, il y a eu un baby boom, un boom de bébés dans ces années-là, 43, 44, 45. Donc, beaucoup d'enfants qui sont nés à partir de 1945, donc dans l'après-guerre, 45 et 50. Et donc, la première vague donc, vient tout de suite après la guerre. Et ensuite, dans les années 50, il y a ce qu'on appelle le développement qui a participé au baby boom, aussi des banlieues, tout ça, toutes les banlieues qui sont construites, les bungalows, hein, on en a beaucoup ici à Longueuil, des bungalows qui datent des années 60. C'était vraiment l'expansion non seulement de la famille qui grandissait, mais aussi de la richesse des Québécois. Donc, on avait les moyens de s'acheter une maison, d'avoir une piscine, d'avoir des enfants, de s'installer en banlieue pour la première fois. Donc, le baby boom est venu à la fois d'une première vague là, qui voulait éviter d'aller à la guerre, mais aussi, surtout, d'un essor économique. Donc, on pouvait avoir plus d'enfants parce qu'on avait plus d'argent. Exactement. Ah, et donc, dans ce cas de figure, on parle souvent du règne des baby boomers. Ça s'est manifesté seulement sur le plan économique ou ils avaient vraiment de l'influence? Bien, l'idée du règne des baby boomers, d'ailleurs, nous régnons toujours. Ah, toujours? Ah, bien sûr. Alors, si on prend la tranche d'âge, moi, je suis le dernier des baby boomers, 52 ans. Alors, on n'est pas encore tous à la retraite. Il y en a la moitié à la retraite, puis l'autre moitié qui va prendre sa retraite dans les 15-20 prochaines années. Mais les baby boomers, en ce moment, sont au sommet du pouvoir. Ils sont partout.
Ils dominent outrageusement. Et d'ailleurs, ça fait chier des fois les milléniaux parce qu'ils nous disent de laisser-nous la place, tout ça. Vous avez ici même, on a eu notre petit psychodrame Baby Boomers, milléniaux politiques ici à Longueuil récemment, quand la députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier, qui est une milléniale, a démissionné d'un Parti québécois où elle considérait qu'un peu trop vieillissant au niveau des idées, un peu trop baby boomers, ça bougeait peut-être pas assez. Elle pourra peut-être vous dire d'autres choses si elle veut, mais c'est ça, moi, qui m'a semblé. Ça m'a semblé d'être un divorce entre la génération des milléniaux et des baby boomers au sein de ce parti politique-là. Comment vous observez, vous analysez leur fonctionnement comparé à celui des baby boomers? Écoutez, c'est une génération différente qui a d'autres préoccupations que les baby boomers. C'est pas les baby boomers, ma génération, c'était une génération très collectiviste. Au départ, dans les années 60, il y a eu toutes les grandes révolutions, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Dans ma génération aussi, on a pensé qu'on pouvait faire un pays par 2 fois plutôt qu'une, en 1980, en 1995. Ensuite de ça, la nouvelle génération qu'aujourd'hui, ils sont moins préoccupés, par exemple, sont moins souverainistes. Les sondages nous montrent qu'ils sont beaucoup moins souverainistes. À part Catherine. À part Catherine, oui. Mais Catherine, c'est une autre histoire. Mais ils sont moins souverainistes parce que c'est pas quelque chose qu'ils ont connu. C'est pas un rêve. C'est pas un rêve de leur génération. C'est plus un rêve de notre génération, un rêve brisé, il faut le dire, pour ceux qui le voulaient. Mais ça a été l'indépendance du Québec pour les baby boomers, en tout cas pour beaucoup de baby boomers, mais même ceux qui étaient contre, en fait, leur projet c'était d'être contre, mais ça a été ce qui nous a mobilisé, la génération des baby boomers au Québec, ça a beaucoup été l'indépendance ou ne pas faire l'indépendance. Tandis que ce qui va mobiliser les milléniaux et même la génération Z maintenant, c'est beaucoup plus, je dirais, c'est beaucoup plus la globalisation versus le globalisme versus le nationalisme, la gauche versus la droite. C'est beaucoup plus sur ces questions-là. La question d'indépendance a été un peu mise au rencard. Ils sont moins collectifs, donc? C'est moins collectif, c'est des questions plus individuelles. C'est un petit peu plus individualiste, effectivement, mais il y a des choses qui vont rassembler beaucoup plus la génération des milléniaux, c'est par exemple l'environnement. Alors là, ils sont féroces. D'ailleurs, environnement, vous avez aussi différence avec ma génération. La génération des milléniaux et encore plus la génération Z sont véganes. C'est du vegan, là. Exactement. Très fort. Et ils sont très militants là-dessus. Et nous, par exemple, les baby boomers, qui sont encore très carnivores, on se fait beaucoup juger là-dessus. On se fait regarder de haut quand on mange de la viande. On se rend compte, avec ce que vous nous décrivez, qu'il y a des générations qui s'affrontent un peu, mais on voudrait les réconcilier. Comment pensez-vous qu'on peut réconcilier ces générations il y en a qui sont collectifs, d'autres qui sont plus individualistes? Comment les réconcilier? Bien. Moi, mon message à ma génération, qui serait la génération des baby boomers, c'est n'hésitez pas à leur laisser du pouvoir. Laissez aller le pouvoir, là. Nous, on s'en va bientôt, là. On ne sera plus là. Moi, je me retrouve à être dans mon métier avec un certain contrôle sur mon destin, justement, que je n'avais pas quand j'étais plus jeune. Et moi, je suis sur la génération, en fait, moi, je suis la génération des baby boomers, mais je suis sur la clôture avec la génération X qui, elle, en a bavé beaucoup. et qui, elle, a peut-être moins envie de laisser aller son pouvoir parce que ça leur a pris beaucoup de temps à arriver où ils en sont arrivés, finalement. Mais on parle moins de cette génération-là. On en parle moins parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, parce qu'ils n'avaient pas d'emploi, puis ça a été très long pour eux avant d'avoir un emploi, tout ça. Mais moi, ce que j'aurais à dire, c'est qu'il faut laisser la place aux jeunes, il faut leur montrer le chemin, mais il faut s'aider. Puis, bon, j'ai donné l'exemple du Parti québécois tout à l'heure, là, je ne veux pas revenir là-dessus, mais écoutez, moi, en tant que vieux souverainiste ou vieux péquiste, appelez ça comme vous voulez, moi, je trouve que le Parti québécois, justement, devrait laisser la place aux jeunes, justement, comme Catherine Fournier. Et si elle a quitté, puis c'est bien triste, ça veut dire que les jeunes, ils se sentent pas bien dans le Parti québécois. Puis là, on a vraiment, je trouve, quelque chose de classique où les
personnes de ma génération s'accrochent un peu au pouvoir. Là. Okay. Tu sais, quand tu veux devenir premier ministre, puis tu as 70 ans, là, c'est pas que je veux faire de l'agisme, mais la plupart d'entre nous, rendus à 70 ans, on pense à la retraite. Là. Exactement. Et je pense que, bon, ça ne veut pas dire qu'il faut faire de l'agisme et éliminer tout le savoir qui existe, non. Mais à un moment donné, il faut laisser la place aux plus jeunes. Il faut leur laisser la place. Qu'est-ce que ça veut dire, leur laisser la place? Ça ne veut pas dire s'étendre à plat ventre devant eux. Non, non, non. Mais ça veut dire laisser leurs idées aller de l'avant et peut-être mettre les nôtres à un moment donné plus en retrait. Parce que, bon, le monde de demain, c'est triste un peu à dire, c'est pas nous qui allons le faire, c'est eux. Mais s'ils sont individualistes et qui s'impliquent moins dans leur communauté, je parle de ça parce que à la maison de réveil... ils ne s'impliquent pas moins. Ils s'impliquent différemment. Est-ce que vous avez connu l'initiative d'un monsieur au cégep Maisonneuve, consulter un vieux? Non. Il s'est installé au cégep Maisonneuve. On devrait peut-être faire ça ici aussi. Oui. Il s'est installé un kiosque. C'est marqué 25 sous, consulter un vieux. Puis il s'assoit là toute la journée. Là, les jeunes, ils viennent, ils payent 25 sous, puis ils consultent un vieux. Puis ils posent des questions sur toutes sortes de choses. Ça les fait marrer et ils font... Ça les fait marrer, oui. Et ils font des stories avec... Oui, voilà. Et ils font des stories. Et donc, il faut, pour rejoindre les jeunes, il faut savoir maîtriser les réseaux sociaux. Il faut être ludique aussi. Oui. Faut pas que ça soit une corvée. Oui, exactement. Ils sont jeunes, là. Ils n'ont pas envie de travailler. Ben, mes jeunes à moi, là, entre 17 et 20 ans, non, ils n'ont pas envie de travailler. Il faut que ça soit ludique, que ce soit une corvée. Tu sais, je ne sais pas, moi, si vous les invitez à donner un cours de danse aux personnes âgées, ils vont y aller. On en a qui aiment ça danser. Ça, c'est une bonne idée. Il y a toutes sortes de choses, là. Justement, cette semaine, c'est la semaine des aînés. Justement, notre émission s'appelle Bonne fête. La parole aux aînés. Bonne semaine. Mais la semaine prochaine, c'est la semaine de l'intergénérationnel. OK. Et donc, dans cette émission, on va parler de l'intergénérationnel aussi, pour pouvoir rassembler ces différentes générations qui sont ensemble, qui sont dans une même société, qui sont obligées de vivre ensemble et qui ont besoin de se parler. Mais on n'est pas obligé de vivre ensemble. C'est ça que vous ne comprenez pas aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux, moi, je peux rester devant mon ordinateur chez nous puis voir personne d'autre que ceux que je veux voir. On n'est pas obligé de vivre ensemble. Puis on n'est pas obligé de vivre ensemble. Et c'est une bonne chose qu'on ne soit pas obligé de vivre ensemble. Parce que, encore là, je vous ramène à la notion de corvée. Si on est obligé, comme vous dites, de vivre ensemble, c'est une corvée. Oui. On n'est pas obligé de vivre ensemble. C'est plaisant de vivre ensemble. C'est plaisant de vivre ensemble. Et les personnes âgées, appelez-les comme vous voulez, les baby boomers, c'est plaisant, OK? Et pour finir, moi, j'ajouterais que être avec des jeunes, s'impliquer avec des jeunes, se rapprocher des jeunes, ben, ça rajeunit. Merci beaucoup. Dans mon cas, oui. Nous célébrons cette semaine la Semaine des aînés à Longueuil, mais la semaine prochaine, c'est la Semaine intergénérationnelle au Québec. Pour ce faire, nous sommes allés à Montréal et nous avons rencontré un organisme communautaire qui fédère toute l'action intergénérationnelle dans tout le Québec. C'est Intergénération Québec. Nous avons rencontré le président et la vice-présidente. Alors, Intergénération Québec a plusieurs années d'existence, mais pas sur le nom d'Intergénération Québec. C'était né sur le nom d'association L'Amitié n'a pas d'âge. Okay. Et ça, c'est au milieu des années 90. Là. Et c'est en 2015 que l'Intergénération Québec, on a changé le nom suite à une réflexion stratégique et pour aussi mieux rendre compte des objectifs qui étaient poursuivis de la mission. Et c'est un organisme, un réseau, hein, vas-y, Robert. Un réseau de solidarité et d'action solidaire entre les générations. OK. Tout est prétexte à mettre les différentes couches d'âge de la société en présence les unes des autres pour partager des préoccupations tant sur les valeurs que sur les enjeux, les besoins, le logement, le transport, les loisirs, tout finalement, tout ce qui peut nous intéresser, et particulièrement au niveau des partages d'expériences d'une génération à l'autre, puisqu'on est tous à des niveaux différents là, selon les couches d'âge. L'Intergénération Québec, c'est un réseau, mais d'organismes qui sont sur le terrain dans différents milieux et qui travaillent avec les différentes générations, autant entre les aînés et puis la petite enfance, que les aînés des ados, que les gens, les familles, les adultes, c'est ça. Beaucoup de monde, hein, c'est ça. Oui. Et donc, Intergénération Québec étant un réseau, peut
tenir compte des expériences des uns et des autres et les partager. Et partager aussi un peu ce qu'on pourrait dire peut-être des facteurs qui permettent de mobiliser les gens. Parce qu'on peut bien parler d'intergénération, mais si on n'est pas capable de rassembler les gens autour de quelque chose, si on n'est pas capable de les sensibiliser, c'est rien. Hein? Alors, le rôle, c'est un rôle un peu de... Ben, peut-être de moteur d'entraînement, hein, si je pourrais. C'est une bizarre de notion, mais... Il y a aussi toute la vague de ce qu'on a appelé le projet VADA et MADA, qui ont mobilisé les aînés. Et tout à coup, les aînés, on s'est trouvés comme interpellés à partager avec les autres le vécu, ce qu'on a comme expérience, et écouter aussi ce qu'eux ont comme vécu et expérience. Avec nos jeunes, là, moi, j'ai des petits-enfants de 20 ans, 18 ans, 16 ans, 14 ans. Je suis à l'écoute de leur nouvelle vie, parce que moi, à cet âge-là, je ne vivais pas ce qu'ils vivent. Donc, c'est tout, enfin, un apprentissage conjoint qu'on fait les uns les autres, et puis à notre grand étonnement des deux parties. Alors, on va revenir sur l'implication des aînés dans cette question d'intergénération. Mais comment vous faites vos activités? Vos activités consistent en quoi dans l'organisme, je veux dire? C'est des rencontres qui se font seulement, des causeries, des conférences? Il y a différentes rencontres, effectivement, pour, que ce soit des comités de communication et tout, un conseil d'administration, bien sûr. Et là, il y a plein de bénévoles là, qui gravitent autour de ça. Il y a aussi quelque chose d'intéressant. Hein. Il y a un concours annuel pour reconnaître les activités intergénérationnelles, les projets intergénérationnels et leurs implications dans le milieu. Alors ça, c'est comme Intergénération Québec qui pilote pour... si on veut mobiliser les gens pour tenir des activités intergénérationnelles, mais également pour rassembler le matériel ensuite et étudier, évaluer ces activités-là. Et alors, à chaque année, il y a la semaine québécoise québécoise intergénérationnelle. Elle va être proclamée par Mme Blais prochainement là, comme Semaine nationale de l'intergénérationnel. Semaine nationale de l'intergénérationnel. C'est la première proclamation officielle par la ministre des Aînés. Vous savez que nous, on représente et on va représenter dans les 10 prochaines années 25 de la population active. Donc, des gens qui vont voter, des gens qui vont encore être impliqués dans la vie des sociétés, des communautés. Alors qu'avant ça, les mononcles et les matantes qui avaient un certain âge, ils se retiraient. Puis ils étaient en retrait de la société. Là, nous, c'est le contraire. C'est que c'est 25 de la population aînée, active, qui vont être encore impliqués dans leur communauté, et avec les jeunes, et avec les familles, et avec l'ensemble de la communauté. Donc, on fait partie d'une réalité maintenant qui est incontournable. Absolument. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on est dans tous les ministères. On est avec les jeunes à la jeunesse, on est avec la famille, on est avec les aînés proches aidants, les personnes dans les centres d'hébergement, on est partout. On fait de l'activité intergénérationnelle avec la petite enfance, on en fait dans les écoles, on en fait partout. Dans les rapports dans les entreprises et même dans les sociétés, votre place est de plus en plus grandissante. Puis on les cherche, hein. On dit, on va d'ailleurs inviter les aînés à rester plus longtemps au travail, d'une part, mais aussi à agir comme mentor pour pouvoir permettre l'acquisition, en tout cas le transfert d'expérience. Parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus. Si on a été nombreux à bâtir beaucoup des grands parts du système actuel, en tout cas dans lequel on vit là, sur les plans sociaux, il y a quand même beaucoup de changements qui sont intervenus et beaucoup de place pour apprendre les uns des autres. Mais en même temps, cette expérience-là, ce savoir-là, que ce soit en jardinage ou bien que ce soit en politique, d'ailleurs, il y a beaucoup à transmettre et c'est en rapprochant les uns et les autres qu'on peut le faire. On peut le faire à des titres individuels, mais sur le plan plus large, il faut comme des gens qui travaillent là-dessus. C'est ça qu'on fait de toutes les manières imaginables. Mais vous qui êtes en relation avec les âges, que pensez-vous de ces rapports un peu délicats entre les boomers et les milléniaux? C'est une question tout à fait pertinente parce qu'il faut faire les uns avec les autres, autrement on n'y arrivera pas. Là, on va trop, il y a trop d'écart. Mais au niveau, ce qu'on essaie de faire, c'est de favoriser des projets, des activités qui sont non pas
venus d'en haut et imposés d'en haut, mettons, par les personnes aînées, puis vécus par les plus jeunes, ou inversement. Et on essaie vraiment de plus en plus de favoriser des projets de ce qu'on appelle beaucoup la co-participation, la co-réalisation, la co-création, de façon à pouvoir justement bâtir des projets dont la thématique rejoint les deux camps. Et là, on peut penser à une thématique qui est très présente chez les milléniaux, et à juste titre, l'environnement, toute l'écologie, toutes les nouvelles pratiques qui doivent être adoptées. Et tu vois, il y a beaucoup, et on travaille beaucoup dans ce sens-là, à essayer d'inspirer. Et on en parle d'ailleurs dans nos forums, parce qu'à chaque année, au cours de la semaine intergénérationnelle, il y a Québécoise intergénérationnelle, il y a un forum participatif. Et on a travaillé dans les autres années sur d'autres sujets, mais cette année, on a rassemblé des gens pour parler des bienfaits de l'intergénérationnel et surtout, comment on mesure ces bienfaits-là? Parce que, tu sais, on dit, par exemple, pour les personnes aînées, l'intergénérationnel, ça va permettre de briser l'isolement. Nous, les bébés boomers, ça préoccupe de l'environnement. Il y a, ce qui a fait éclater la planète, c'est la mondialisation qui fait que maintenant, là, il n'y a plus de limites et plus de frontières au développement. Là. Oui, c'est ça. Mais on ne parlera pas de ça, nous. Nous, les bébés boomers, on n'est pas sans se préoccuper de la planète. Ça, il faut le dire. Oui. Moi, je le partage avec les petits-enfants pour leur dire aussi. Puis on se parle de ça. On s'en parle beaucoup dans nos échanges. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus éviter d'en parler. Mais pour en parler ensemble, il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait une plateforme de rencontre. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en place de plus en plus avec les organismes, en le faisant aussi, en faisant le tour du Québec là, avec le Québec Amis des aînés, entre autres. C'est comme ça que s'appelle le programme. Mais quand vous soulevez ça, évidemment, ça nous rejoint, vous comprenez? Pour finir cette émission, je vais vous lire un petit extrait de ce livre « Vivre 100 ans » de Justine Latour et Marie-Noël Blais. Bienheureux les super centenaires qui parviennent à franchir le cap des 110 ans. Ils sont peu nombreux au Québec, mais on en trouve quelques-uns qui figurent sur le même palmarès que Madame Meyer. Sœur Angéline Barrette, décédée à 110 ans et 80 jours. Judith Pinard, qui vécut 110 ans, 11 mois et 10 jours, ou encore Julie Winfred Bertrand, née à Quaticook et décédée en 2007 à Montréal à l'âge de 115 ans et 124 jours. On dit de Mme Bertrand qu'en son jeune temps, elle a été courtisée par un jeune avocat de Compton du nom de Louis Saint-Laurent, sans toutefois céder à ses avances. A-t-elle regretté sa décision lorsque Saint-Laurent devint Premier ministre du Canada en 1948? Nul ne le saura jamais. Quoi qu'il en soit, Julie Bertrand ne s'est jamais mariée. Et que dire d'Herman Smith Johansen, originaire de Norvège, mais installé à Montréal dès 1920, qui a sillonné notre grande province en ski de fond jusqu'à l'âge de 106 ans. Le surnom Jack Rabbit, que lui avait donné les cris de North Bay, en Ontario, en raison de son agilité de lièvre sur la neige, est passé à l'histoire chez nous et dans le monde. Lorsqu'il a rendu son dernier souffle dans sa Norvège natale, il avait 111 hivers glacial sous le bonnet et fut reconnu à titre posthume l'homme le plus âgé du monde de son époque. En comparaison de ces forces de la nature, les centenaires sont légion. Ceux-ci sont en constante augmentation au Canada, comme dans tous les pays industrialisés. Le Japon est roi en ce qui a trait au nombre de centenaires par tranche de 100 000 habitants, avec 37, soit le double de ce que l'on observe au Canada. On dénombrait 3 800 centenaires au recensement de 2001, 4 600 en 2006 et 5 800 en 2011. Au Québec, on comptait environ 1 500 centenaires en 2010, dont 83% étaient des femmes. Vous le voyez, on peut vivre plus de 100 ans. Bonsoir chez vous.